Bonjour. Vous êtes peut-être dans la relation d'être dans l'aide aux autres et par exemple que vous soyez thérapeute, coach, soignant, aidant professionnel ou même accompagnant dans différents domaines. Il est possible que les vidéos que je suis en train de faire vous intéressent. Je vais vous expliquer de quoi il retourne. J'ai créé une espèce de jeu de cartes qui est au double sens du mot carte, c'est-à-dire des cartes routières sur la route du thérapeute ou de l'accompagnant, et puis des cartes à jouer qui sont un moyen mnémotechnique. Pour chaque carte, je définis une pratique, je l'explique, comment ça fonctionne, comment on peut la mettre en œuvre, quelle est sa validité, et j'espère que cette pratique-là sera particulièrement facile à comprendre, à intégrer et peut-être même à mettre en œuvre rapidement. Le but, pour moi, après un très long cursus de psychologue, psychanalyste, formateur, c'est de transmettre le plus largement possible maintenant, et donc le plus largement possible d'une façon concrète et utilisable, mais en même temps pertinente, qui soit pas non plus trop superficielle. Voilà. Alors, pour chaque carte, je fais une vidéo qui explique la pratique. Vous allez voir ce qu'il en est. Et puis, à la fin de la vidéo, que je vais faire relativement courte, si possible, mettons un quart d'heure, 20 minutes, à la fin de la vidéo, pour ceux qui le demandent, il y a la possibilité de recevoir le PDF de la vidéo et du coup d'intégrer une autre dimension, pas seulement en vidéo, mais aussi lecture et cartes. Voilà. Je distingue trois types de cartes. Les cartes vertes, qui sont les cartes qu'il s'agit d'utiliser, de connaître, de pratiquer. Les cartes oranges, qui sont des pratiques tantôt utiles et tantôt délicates, qui vaut peut-être mieux utiliser avec prudence. Et les cartes rouges, qui sont des pratiques et des interventions qu'il vaut mieux bannir. Alors donc, la première carte concerne la reformulation, la première carte verte. Voyons la définition. La définition, elle est extrêmement simple. La reformulation consiste, pour l'aidant qui écoute et accompagne, à redire, reformuler ce que la personne vient de dire. Bon. Évidemment, ça paraît vraiment simple ou même simpliste. Mais en fait, vous allez voir, et j'espère vous le faire saisir, que c'est beaucoup plus subtil et efficace que ça n'apparaît. Sous réserve évidemment d'être pratiqué d'une façon pertinente. Et aussi, je vous donnerai les éléments théoriques qui permettent de comprendre pourquoi c'est si efficace. À vrai dire, c'est même une pratique fondamentale et je vous expliquerai pourquoi elle est si fondamentale et en quoi elle est efficace. Donc, dans un premier temps, je vais vous indiquer les modalités concrètes de la reformulation. Bon, pour ceux que ça intéresse, j'ajouterai brièvement dans un deuxième temps quelques éléments sur le pourquoi théorico-clinique de ces modalités. Premier temps alors donc. Le vécu de la personne elle-même. On reformule le vécu de la personne elle-même, et non pas celui d'une autre personne dont parle le client. Où la cliente dit par exemple « Mon mari est tout le temps absent, il est toujours à son boulot, et quand il rentre, il se met directement à son ordinateur. » Eh bien, on n'a rien à reformuler là. On ne reformule pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vécu. La personne parle d'un autre. Par contre, si la phrase suivante c'est vraiment je me sens négligé, comme si j'avais aucune importance, comme si je tenais absolument pas compte de moi, alors oui, là, immédiatement, on reformule. Vous vous sentez négligé et peut-être comme si vous étiez sans importance. Comme vous le voyez, on reste centré dans les reformulations sur le vécu de la personne elle-même, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, éventuellement même les ressentis physiques exprimés, ça me fait mal au ventre, tout ça. Ça paraît simple de reformuler le vécu de la personne, mais en réalité, il est fréquent que la personne parle d'un autre ou d'une autre,
de sa femme, de son mari, son enfant, ses parents, son patron, et du coup, il est très tentant de perdre le fil. En allant sur ce terrain, on va se mettre à reformuler la question du mari, du patron ou autre. En fait, ce terrain nous éloigne du centre où tout se joue et se dénoue, c'est-à-dire le vécu affectif de la personne, et ce vécu affectif, c'est ce qui entraîne tout le reste, et ça n'est pas vraiment intéressant si on parle de l'autre et de ce que l'autre peut bien être ou dire ou faire. Du moins dans la pratique de la reformulation. Et vous verrez que c'est très important de faire ainsi. Donc on reformule le vécu de la personne, mais aussi on reformule le vécu, et non pas les faits. Une dérive possible consiste à reformuler les faits racontés plutôt que le vécu derrière ces faits. Mettons par exemple, la personne nous dit « en venant chez vous, j'ai froissé une aile de ma voiture. » On peut penser que c'est quand même pas rien. Malgré tout, on ne va pas reformuler. On se contente d'écouter, de dire oui, on attend un peu le vécu qui est là derrière, ou même on le suscite. Et si la personne dit « j'ai vraiment la poisse », alors, comme c'est du vécu, on reformule. Vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance. Ou bien s'il rajoute en riant un peu jaune « j'aurais mieux fait de pas venir », on reformule. Vous regrettez un peu d'avoir dû venir à ce rendez-vous. Pour des raisons que je vous expliquerai dans une autre carte du thérapeute, on ne renvoie pas en miroir les messages non-verbaux. Comme par exemple ici, le rire jaune, on ne dira pas « ouais, ça vous fait un peu rire ». On en restera à ce qui est dit du vécu. Sinon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la personne risquerait de se sentir intrusée parce qu'on perçoit quelque chose de son corps qui n'a pas été conscientisé volontairement, Donc risque qu'elle se sente intrusée. Troisième point, on reformule systématiquement tout ce qui est négatif. Le négatif, c'est aussi bien tout ce qui est de l'ordre d'un vécu difficile, douleur, émotion triste et tout ce qu'on veut, mais c'est aussi ce qui est de l'expression agressive envers le thérapeute, ou envers la séance, ou n'importe quoi d'autre. Donc on reformule toujours le négatif, mais pourquoi ? Pour plusieurs raisons qui sont toutes importantes. Je vais tâcher de vous les montrer. En voici quelques-unes. Première raison, tous ces sentiments négatifs sont comme un boulet intérieur. Intérieur, et tant que ce boulet n'aura pas été extériorisé, il empêchera toute autre approche. C'est comme lorsqu'on a l'estomac bien plein. On peut bien nous présenter des plats très attractifs, ceux-ci ne nous attirent pas. Donc, la personne, tant qu'elle est occupée par son vécu négatif à l'intérieur d'elle-même, elle ne peut pas passer à autre chose. Donc, retenez bien ceci, la personne ne pourra pas passer sur un versant plus positif, de la gaieté, du changement, de l'énergie, tant qu'elle n'aura pas d'abord vidé son négatif. Il est donc particulièrement important que l'aidant favorise l'expression de ce négatif en le reformulant. Exemple. Vous m'avez pris 10 minutes en retard. C'est vraiment désagréable. Ah oui, vous vous êtes senti comment avec ce retard désagréable? J'étais furieux. C'est comme si vous me négligiez. Vous êtes furieux de ce retard. Plus tard, on pourra dire « Je vous prie de m'en excuser » et ajouter « Vous avez eu l'énergie de me le dire », ce qui est toujours une façon positive de recadrer les choses. Mais dans l'hypothèse où l'aidant donnerait une justification à son retard, sans reformuler, sans valider d'abord la colère de la personne, cette colère restera présente, non entendue, non reconnue, et perturbera toute la suite. Résumons ce point, tout sentiment négatif doit être exprimé pour pouvoir être dépassé ensuite. Tout sentiment négatif exprimé se trouve comme déposé entre l'aidant et l'aidé. C'est comme si c'était là, au milieu, déposé sur la table, entre les deux.
susceptible du coup d'être désormais regardé à distance, au lieu d'être possédé par la chose à l'intérieur. Exemple. Par moments, j'ai envie de tuer ma femme. Parfois, vous auriez envie de la tuer. Libéré de ce sentiment exprimé qui se trouve désormais dans l'espace interactionnel et qui occupe du coup moins l'espace intrapsychique, la personne va pouvoir observer et juger ce qu'elle vient d'exprimer. Oui, enfin bon, c'est une façon de parler, je la tuerai pas vraiment. Vous sentez parfois le désir de la tuer, mais vous savez que vous ne le ferez pas, etc. Une évolution devient possible quand le négatif exprimé est désormais vu à une certaine distance. Ensuite, le négatif, c'est ce qui suscite nos mécanismes de défense. Parce que douleur, tristesse, déception, rancœur, regret, jalousie, envie, haine, etc., tous ces sentiments ne sont pas faciles à supporter. Du coup, on a tendance à les refuser, à les oublier, les enfouir pour qu'ils ne nous gênent plus, qu'ils ne nous fassent plus mal. Mais, enfouis en nous sous la couche défensive, il reste comme une sorte de poison silencieux qui va induire des symptômes. On y reviendra, bien sûr. Donc, accepter de voir vraiment ces sentiments négatifs, puis accepter de les sortir de soi en les exprimant à l'aide d'un thérapeute, eh bien, c'est déjà commencer à vider l'abcès. Au moment où on le vide, ça représente une petite douleur supplémentaire, mais cette douleur est provisoire. Ensuite, la personne pourra faire quelque chose. Une fois qu'elle aura pu se libérer de ça, l'exprimer, elle fera quelque chose de constructif et de créatif avec l'aide de l'aidant, de tous ces sentiments et ces émotions douloureuses. Par conséquent, reformuler le négatif est une nécessité. La meilleure comparaison que j'ai, c'est la suivante, c'est un peu comme aider quelqu'un à vomir le plat avarié qu'il avait dans l'estomac. Eh ben, c'est pas agréable, ni pour la personne qui vomit, ni pour la personne qui l'aide à vomir, mais après, ça, c'est un vrai soulagement et c'est une vraie libération. Un négatif qu'il faut absolument reformuler est celui qu'on appelle habituellement les résistances. Toute résistance, toute remarque, un tant soit peu négative, envers le thérapeute doit absolument être reformulée. Et là, vous en aurez pas mal, des résistances, entre guillemets. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance », dira le patient. Ou « Je crains que ce que je dis ici laisse des traces, ne soit pas vraiment confidentiel. » Ou carrément « Êtes-vous vraiment la personne qui va me convenir ? J'ai lu des critiques sur la technique que vous proposez. » Peut-être un psychanalyste lacanien, ou n'importe quoi d'autre, un guérisseur, une voyante, un magnétiseur, etc. Peut-être ça serait plus adapté pour moi, etc. Toute réticence, toute critique, toute incertitude, toute provocation doit d'abord et avant tout être reformulée. Sinon, on s'en sortira pas, si on essaye de ne pas l'entendre. On dira donc « Ah, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez me faire confiance. Vous craignez que ce que vous direz ici ne soit pas confidentiel. Vous vous demandez si je suis la personne qui va vous convenir, par exemple, ou si ma technique vous conviendra, ou si j'ai assez d'expérience, ou si je suis pas trop jeune, si un psychanalyste lacanien ne serait pas plus adéquat, si un guérisseur ne pourrait pas vous libérer, etc., etc. On reprend ce que la personne a dit. La tentation du débutant, et à vrai dire quelquefois aussi chez les plus expérimentés, c'est de répondre immédiatement, presque en ping-pong. Vous savez, ici tout ce qui se dit est couvert par le secret professionnel. Eh bien, j'ai 10 ans d'expérience et tel diplôme. Vous pouvez me faire confiance, etc. Donc, en se défendant plutôt qu'en l'ayant reformulé d'abord. C'est seulement si vous avez d'abord permis l'expression de tout son négatif résistentiel
que la personne écoutera votre réponse et en tiendra compte. Nous verrons dans une autre carte verte comment ceci peut s'accompagner et même des fois s'amplifier. On dira à la personne, surtout, dites-moi bien si vous sentez que vous n'êtes pas en confiance, par exemple. C'est tellement important cette question du négatif que j'insiste dans le point suivant. On tend la perche pour l'expression du négatif implicite. On ne se contente pas de le reformuler, on tend la perche. Si on sent que la personne a des réticences, des réserves qu'elle n'exprime pas, mais qui sont là comme une espèce de sourde réaction négative, alors on va un peu plus loin en tendant la perche. Je me demande si ce que je vous dis là vous convient. J'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez des questions à mon propos qui vous viennent à l'esprit. Est-ce que ma façon de faire n'est pas quelque chose qui semble un peu gênante pour vous? Et une fois que la personne prend la perche, on reformule et on accompagne chaque sentiment négatif, doute, inquiétude, critique, tout ce dont la personne est porteuse, c'est très important qu'on puisse le faire déposer entre nous deux. Or, si l'aidant ne fait pas cela et s'il essaye lui-même d'oublier ce qu'il ressent sourdement de désagréable dans la relation, alors la personne ne tirera pas de bénéfice de l'entretien. Et probablement même ne reviendra pas, parce qu'elle gardera son négatif qui, ensuite, la travaillera durant la semaine. On coupe la personne pour accompagner un mot émotionnel de son discours. On n'attend pas la fin de la phrase. La politesse dans les relations en général veut qu'on attende que l'interlocuteur ait fini sa phrase avant d'intervenir nous-mêmes. Et bien là, en situation d'aide, il s'agit d'instaurer une sorte de dialogue partagé, presque un discours commun. Quand un mot émotionnel apparaît dans le discours de la personne, on le reprend brièvement en le reformulant, même si pour cela on doit couper plus ou moins le fil de son discours. Exemple. Cette semaine, j'ai eu des moments de déprime. Mais heureusement, j'avais beaucoup de travail et cela m'a aidé à penser à autre chose et aujourd'hui, je vais bien. L'aidant aura dit, en écho, tout de suite après le mot « de déprime », le même mot « de déprime ». C'est une façon de pointer le vécu sans interrompre la personne et de montrer comment celui-ci est entendu. Donc attention, parce que ça doit se faire sur un mode bref, qui ne va pas sortir la personne de ce qu'elle est en train d'exprimer. Sinon, ça la couperait. Là, c'est comme si on était dans son discours en même temps qu'elle, quoi. Or, dans cette phrase, il y a deux choses différentes. Voyons donc ceci. On pense bien à reformuler les deux aspects d'un discours ambivalent. Ainsi, dans la phrase précédente, l'aidant thérapeute reformulera ensuite « D'un côté, vous avez eu des moments de déprime, et d'un autre côté, vous vous êtes récupéré en vous plongeant dans le travail. » On reformule les deux aspects, et pas seulement « ça va mieux maintenant ». Le risque, si on n'intervient pas en cours du discours, c'est de finalement ne reformuler que le temps final de la phrase. Aujourd'hui, vous allez bien. Et ce risque est encore accentué si le thérapeute souhaite inconsciemment entendre du positif. Car, dans ce cas, progressivement, le client amènera seulement du positif en séance et tout son négatif passera dans les symptômes ressentis en dehors des séances, s'il continue à venir. Le positionnement juste. Bon, c'est le dernier point est sans doute le plus important, celui du positionnement juste. En fait, il se caractérise par plusieurs aspects, mais là, je vais vous en dire deux principalement. Et ils sont tellement essentiels, ces deux aspects, que pour chacun des deux, il y aura une carte verte spécifique qui leur sera consacrée. Donc, je ne vais pas m'y attarder beaucoup dans cette vidéo-là. Les voici. Valider ce qui est dit, en le reformulant, ce qui ne veut pas dire l'approuver.
Valider. Valider, ça veut dire « j'entends bien, c'est ce que vous êtes en train de dire, voilà ce que vous avez dit ». Il est nécessaire que la personne se sente entendue et puisse déposer ça auprès de vous, même si c'est choquant. Exemple. Au fond, toutes les femmes sont des putes, dit monsieur, qui vient consulter une thérapeute. Celle-ci doit reformuler, sans recul ni haut le cœur, dans votre idée, toutes les femmes sont des putes. On notera qu'elle utilise les mêmes mots que son patient, et ça, c'est toujours nécessaire, même si les mots sont très crus ou très éloignés du discours habituel de l'aidant. Deuxième point, ressentir soi-même la qualité des vécus émotionnels qui sont en train d'agiter la personne. C'est pas seulement le voir à distance en étant soi-même observateur, c'est le ressentir soi-même en soi. Et lorsque la personne exprime par exemple son désarroi ou son ras-le-bol de vivre, la thérapeute reformulera non pas d'une façon mécanique ou à distance en se protégeant, comme par exemple sur un ton froid, vous en avez marre de vivre, sans affect, mais plutôt en sentant elle-même comment parfois elle peut aussi avoir cette même chute mortifère et ce même désespoir quelque part. Ce qui donnera une autre tonalité, un autre ton à sa voix, évidemment. Vous en avez marre de vivre. Dernier point concernant le positionnement, on notera que le temps de reformulation doit être bref et centré. Certains thérapeutes reformulent si longuement ce qui a été dit, plus longuement que ce que la personne a dit, qu'on peut se demander s'ils ne sont pas en train de s'approprier eux-mêmes cette parole de l'autre. Pour finir, j'évoquerai très brièvement 2 points de la théorie psychanalytique. Le stade du miroir. Bon, vous en avez sans doute entendu parler. C'est la période entre 6 et 18 mois où l'enfant découvre son reflet. Il le découvre en présence de la mère ou du parent qui lui dit « tu vois, là-bas c'est toi ». Et petit à petit, il va se découvrir lui-même. Il va découvrir que celui qu'il voit là-bas, eh bien c'est lui aussi. C'est lui qui est là. C'est sa caractéristique. Eh bien, dans leur reformulation, on peut dire que l'aidant fait fonction de miroir et permet à la personne de se voir elle-même, de s'entendre elle-même, de se percevoir elle-même. Et d'accéder du coup à son propre jeu personnel, comme lors de la phase où l'enfant commençait à devenir lui-même un jeu différencié. Enfin, il commençait tout juste. Après, il y a eu d'autres étapes. Mais se voir s'entendre grâce au discours de l'autre qui accompagne, c'est quand même réussir à s'observer comme dans un miroir. La fusion avec le psychisme maternel, ça aussi c'est un élément capital de notre développement. Au tout début de notre vie, le bébé que nous étions avait besoin de s'appuyer sur l'accueil du psychisme maternel pour apprendre progressivement à contenir et à détoxiquer des vécus physiques et émotionnels douloureux qui le parcouraient. Il avait besoin de s'appuyer sur l'autre psychisme, sur celui de sa mère, pour réussir à contenir et à détoxiquer. Quelque part, on pourrait dire aussi que la reformulation, si elle est non mécanique, favorise ce partage émotionnel qui désamorcera progressivement l'ampleur des vécus douloureux. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire à propos de ça, et j'explique ce point dans une autre carte, une carte verte qui s'appelle le système A2, SA2. Pour conclure, ce travail apparemment simple et presque même simpliste, consistant à reformuler ce que la personne est en train de dire, ce qu'elle est en train d'exprimer, est en fait indispensable, parce qu'il se révèle d'une grande importance. J'espère que vous l'aurez compris en regardant cette vidéo. Bien sûr, ça exige de la pratique, du doigté, du tact. C'est subtil. Mais bon, tout ça, ça peut s'apprendre. Et ça peut se perfectionner, particulièrement en groupe de formation ou en supervision,
En tout cas, cette façon de faire crée l'alliance entre les deux interlocuteurs. Or, l'alliance est le socle de base pour toutes les autres interventions que j'évoquerai dans les cartes du thérapeute. Et je vous suggère une petite phrase à retenir. Validez d'abord ce qui a été dit avant toute autre intervention. Voilà. Vous pouvez recevoir le PDF de cette vidéo en m'envoyant un mail à l'adresse ci-dessus, si possible en précisant votre prénom et peut-être votre nom. Et donc, eh bien, je vous dis au revoir.